Je vais y arriver. On a sur le secteur concerné des concentrations d'ammoniac. Alors cette carte que je présente ici, elle a été faite par les services de l'État. Donc les services de l'État connaissent parfaitement la situation. Et donc on a des concentrations d'ammoniac avec une dispersion sur l'ensemble du département et bien au-delà, puisque l'ammoniac il parcourt plusieurs centaines de kilomètres. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ADEME dans certains rapports dont vous pouvez avoir les références. On les a produites également au tribunal administratif. Donc il y a des éléments forts, concrets, sur le terrain, sur lesquels la région pourra agir de façon concrète, parce qu'il y a vraiment besoin de retrouver du sens, à la fois en termes de mots utilisés, parce que l'agroécologie de ce type-là, je pense que la demande sociétale n'est pas à ce niveau, n'est pas dans ce sens. Il y a tromperie, clairement, et donc aussi pour que le Conseil régional prenne des dispositions, non pas dans ce sens, mais toujours en lien avec le territoire, avec les paysans, les paysannes, ceux qui travaillent, et également, il y a un point important, en lien avec la consommation locale. Et là, le Conseil régional a également un rôle fort, puisqu'il gère, entre autres, les lycées, ils ont une intervention dans ce domaine, c'est son domaine de compétences. Et dans les lycées, il y a de la restauration. La restauration, nous, ce qui nous importe, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a dans les assiettes. Est-ce qu'il y a des produits issus des fermes-usines? On y reviendra. Pour nous, c'est un sujet important. On veut prendre le sujet en tant que collectif entre les fermes-usines à plusieurs niveaux, à la fois en termes locaux, quand on a des sujets forts, comme je vous l'ai exposé, en termes de consommation locale, en termes d'emprunt bancaire. On agit sur les banques également, parce qu'elles ont une responsabilité, et en termes de responsabilité d'élus et du langage qu'ils utilisent pour avoir quelque chose de concret, des actions concrètes qui vont dans le bon sens. Merci François. Donc comme ça a été dit, il arrive encore souvent actuellement donc, que la région Bretagne soutienne des projets dont l'impact en termes environnementaux, mais aussi en termes d'emploi, fait débat. Donc la question qui va vous être posée, c'est tout simplement de savoir si vous êtes demain au Conseil régional, comment vous envisagez de conditionner les aides publiques à l'agriculture, à quels critères socio-environnementaux, et quelle est la position un peu précisément là-dessus. Je vous laisse commencer, et encore une fois, je vous demande à 3-4 minutes s'il vous plaît. Merci. Pour répondre à la question plus globale avant de venir sur le plan volaille que vous décrivez, il y a déjà beaucoup a été fait par la région Bretagne. Gaël a évoqué les inflexions. Ces inflexions se sont poursuivies. Gaël s'est arrêté en 2011. Les AEP se sont poursuivis. Les MAEC se sont poursuivis parce que la région Bretagne a pu bénéficier notamment de la possibilité d'infléchir un certain nombre de critères. D'ailleurs, on est passé très vite sur la PAC, peut-être qu'on y reviendra. Il y a quand même un débat en cours à la fois sur la PAC de manière macro et sur la capacité de la région à gérer. Aujourd'hui, la République en marche, donc le gouvernement, ont décidé de priver la région Bretagne de la demande qu'elle faisait, de pouvoir à la fois gérer le second pilier, mais aussi gérer le premier pilier. Pourquoi cela? On est sur une situation quand même de financement extrêmement important. Vous évoquiez le financement du Conseil régional de Bretagne, 25 millions d'euros sur les questions agricoles. Si vous prenez la PAC en région Bretagne, c'est 500 millions d'euros, donc on voit bien qu'on n'est pas à l'échelle. Donc la priorité absolue, c'est d'accompagner l'ensemble des agricultures vers des démarches de progrès. Et donc toutes les aides publiques doivent être conditionnées à l'agroécologie. Il faut accompagner tous les types d'agriculture vers ces démarches. Ça, c'est le pilier fondamental. Ensuite, sur le débat que vous évoquez, pour répondre très précisément, moi aussi, je me suis évidemment intéressé, je suis conseiller départemental, donc j'ai bâti une politique agricole d'ailleurs et alimentaire, qui a été votée l'année dernière, qui est regardée par tout le monde, avec d'ailleurs, je crois, des critiques extrêmement positives sur ce qui a pu être construit. J'ai regardé, moi, ce plan volaille aussi, parce qu'il m'a interpellé, évidemment. La question d'où nous venons.
on est à proximité d'un département qui s'appelle le Finistère, qui a symbolisé ce qu'était en fait la filière volaille en Bretagne. C'est évidemment les établissements doux, c'est évidemment les établissements Kiwi, c'est évidemment une filière totalement intégrée à l'export, avec des restitutions européennes qui finançaient en fait un modèle qui n'était pas viable économiquement, qui n'était pas viable environnementalement, et qui faisait qu'en fait la production qui était faite ici n'était pas du tout destinée à notre propre alimentation. Ce système est mort. Clairement. Et aujourd'hui, donc la région Bretagne s'est posé une question très simple. Allons-nous continuer à accepter que la volaille que nous consommons, alors prenons les lycées, soit importée à 70% et que cette volaille vienne effectivement des fermes-usines d'Ukraine? Parce que c'était ça le sujet. Parce que les fermes-usines, vous évoquez les fermes-usines en Bretagne, il y en a peut-être quelques-unes, il n'y en a pas beaucoup, et je souhaite qu'il n'y en ait pas. Et le conseil régional n'a d'ailleurs pas financé cela. Et la promesse que nous faisons, c'est de ne pas financer les fermes-usines en Bretagne. Les fermes-usines, pour avoir fait un peu le tour de l'Europe, il en existe beaucoup, notamment dans les pays de l'Est. Ce n'est pas du tout notre modèle. Il y a peu de fermes-usines ici en Bretagne. Les fermes, ici, elles font 60 à 70 hectares. Ce sont plutôt des fermes familiales et c'est le modèle que nous défendons. Alors moi, j'ai demandé à avoir quelques chiffres. Je suis conseiller départemental aujourd'hui. J'aspire à être conseiller régional. Pourquoi j'aspire à être conseiller régional? En un mot, le budget du conseil départemental du Finistère, j'en suis très fier, et c'est que 2 millions d'euros sur l'agriculture. Donc j'ose espérer qu'on pourra beaucoup plus agir avec des politiques publiques auxquelles je tiens et qui m'ont tenu à cœur pendant maintenant près de 13 ans. Donc on a beaucoup fait évoluer les choses. Alors, les 50 000 euros, moi j'ai regardé par rapport au dossier que vous évoquez. Vous avez dit qu'il n'a pas été soutenu. Effectivement, il n'a pas été soutenu. Il ne l'aurait pas été d'ailleurs, par rapport aux critères qui sont ceux du conseil régional de Bretagne. Il y avait un appel à projet, il était attendu 100 projets, il y en a 60 qui ont été déposés. Il y en a 46 qui ont été acceptés. Il y a 8 dossiers qui sont en cours d'instruction, il y en a 6 qui ont été rejetés. 6 qui ont été rejetés. Sur les 46 dossiers acceptés, 2,3 millions d'euros d'aide. 9 en JA, dont 4 en label ou bio. 5 en BV algues vertes, il y a un vrai sujet. Évidemment, 10 en label rouge et 2 en bio. Ça veut dire que sur les 46, il y en a 26 qui sont en bio ou label, il y en a 20 qui sont en conversion. C'est en fait cela le programme de la région Bretagne, c'était de faire en sorte qu'à un moment donné, nous puissions produire, alors, le modèle n'est peut-être pas parfait, hein, je ne dis pas cela, et que nous puissions produire quand même une alimentation qui soit de saine et de qualité en Bretagne, et que nous arrêtions effectivement, on en est très loin, hein, et que nous arrêtions d'exporter l'alimentation de nos enfants. On reviendra peut-être sur les projets alimentaires de territoire et sur les cantines, mais je trouve que moi aussi, ça m'a beaucoup questionné quand il a été bâti. Donc j'ai appelé Loïc Chenet-Girard, j'ai appelé les autres élus que je connais bien pour leur demander pourquoi ils faisaient cela. On a beaucoup échangé ensemble. Moi, avec mes collègues du conseil départemental du Finistère, on s'est beaucoup interrogé sur cette orientation du conseil régional de Bretagne. Et force est de constater qu'on est quand même très très loin de ce que l'on peut appeler le modèle des fermes-usines qu'on connaît dans les pays de l'Europe de l'Est. Il faut absolument combattre. Ça vaut à la volaille, hein, ça vaut au cochon aussi. Au cochon, vous allez au Danemark, il y a 2 faiseurs, une industrie agroalimentaire avec 3 faiseurs, c'est tout. Ce n'est pas du tout le modèle que nous défendons. Je pense que le débat, il mérite d'être posé, il faut le regarder de manière apaisée et ne pas caricaturer, à mon avis, même si ça m'a posé beaucoup de questions, caricaturer ce qui a été fait par le Conseil régional de Bretagne. En tous les cas, les objectifs qui sont poursuivis, c'est de relocaliser, reterritorialiser et faire en sorte qu'on puisse avoir une alimentation saine, même sur cette île. Juste pour revenir sur la question de la conditionnalité, est-ce que ça veut dire que donc, les dont on parlait chaque fois seraient quand même toujours éligibles? Il y a une partie d'entre eux qui ont été aidés. Est-ce que ça changerait dans un futur moment? J'ai eu cette discussion avec ma tête de liste, évidemment, le Michel Girard, avant de m'engager aussi sur plein de sujets. Moi, je travaille sur les questions d'agriculture, je travaille sur les questions de pêche, pour ceux qui me connaissent. Donc, c'est des sujets d'alimentation, vraiment, pour moi, c'est des choses particulièrement importantes. On va peut-être parler de nos expériences d'élus locaux aussi. Je suis en train de travailler sur la relocalisation de la cantine municipale, et je pense que c'est la même chose. Donc, je lui ai posé la question par rapport à ce plan volaille qui mérite débat. Le plan volaille, il s'arrête là. Il s'arrête là. Donc ça veut dire que par rapport à ce qui a été les aides du Conseil régional de Bretagne, il ne s'agit pas de les poursuivre. Il y a eu un appel à projet.
Le Conseil régional de Bretagne espérait avoir 100 projets déposés. Il n'en a pas eu 100, il n'en a eu que 60. J'ai dit ce qu'étaient ces 60. Je considère qu'au moins pour la moitié de ces 60, les démarches de progrès sont réelles et que par rapport à l'existant, il faut revenir aussi sur les questions d'impact, par rapport à l'existant sur les questions des sols, les questions de déjection et tous ces sujets-là, par rapport à l'existant, même si ce n'est pas parfait, j'en conviens, c'est déjà une démarche de progrès extrêmement forte. Quand on regarde les financements qui sont alloués, ces 2,3 millions d'euros par le Conseil régional de Bretagne ont été alloués en fait à ce plan qui a vécu, qui est en train de s'achever. Après les discussions que j'ai pu avoir avec ma tête de liste, il ne s'agit pas de le reprendre. Merci. Alors, je vous donne la parole, Benjamin Fay. Merci. Alors, avant de parler de la conditionnalité des aides, nous, ce qu'on cherche à mettre aussi au cœur du projet, c'est la simplification des démarches administratives pour recevoir des aides. Donc nous, on a essayé d'être au maximum dans l'accompagnement pour qu'il y ait le moins de formulaires, de paperasse à remplir, parce que c'est pas le cœur du métier. Le cœur du métier, c'est d'être dans des champs, de travailler avec des animaux, et c'est pas de remplir des formulaires pour recevoir de l'argent. Avant toute chose, nous, ce sur quoi on aimerait bien travailler, c'est vraiment sur la simplification pour concevoir des aides. Et la deuxième chose, pour ce qui est de la conditionnalité, toutes les aides de la région Bretagne, quand on aura remporté l'élection, elles seront conditionnées à ce qui est la notion phare de notre projet, c'est un indicateur breton de prospérité durable. C'est un peu une usine à gaz à expliquer, mais c'est quelque chose qui a été extrêmement bien travaillé depuis le début, depuis bientôt 2 ans que je travaille avec Daniel et avec énormément d'agriculteurs, énormément de chefs d'entreprise, énormément de salariés, énormément de représentants syndicaux. L'idée, c'est de construire un indicateur qui soit alternatif au PIB, qui mesure qui soit un véritable cap économique pour la région Bretagne. Et à partir de cet indicateur-là, toutes les aides qu'octroie la région Bretagne soient conditionnées aux différents volets que comporte cet indicateur-là. C'est quelque chose qu'on va travailler dans les 7 premiers mois du mandat pour fixer les différents volets de cet indicateur-là. Je peux vous en donner déjà quelques-uns. La continuité logique de l'engagement de Daniel QF et de l'engagement d'énormément d'autres politiques. Mais on a parlé tout à l'heure de l'artificialisation des sols. Il y a un des volets de cet indicateur-là, et donc une des conditions qui sera posée à toutes les aides données par la région Bretagne, c'est une juste rémunération des agriculteurs, une meilleure valeur ajoutée dans le fonctionnement des exploitations, zéro artificialisation nette des sols, zéro pesticide évidemment, une meilleure autonomie énergétique des exploitations. L'idée, c'est que chacune des aides qui puissent être attribuées respecte et tende vers la réussite de cet indicateur breton de prospérité durable. Et cette mesure phare de notre projet, ça va avec une autre mesure phare, qui est la suppression pure et simple des appels à projets. On en a parlé tout à l'heure, c'est comme ça que fonctionne la région Bretagne, comme la région d'ailleurs. C'est de faire présenter par des agriculteurs et par des associations. Je passe ma vie à paperasse et administrative parce que je passe ma vie à remplir des appels à projets. Et de supprimer ces appels à projets-là pour remplacer par un financement direct des solutions des agriculteurs qui existent. Un agriculteur, plutôt que de faire remplir un appel à projet pour rentrer dans des cases et rester ensuite dans ces cases-là, il pourra nous présenter indépendamment des cases fixées par la région son projet, et si ce projet-là il rentre dans les clous de notre indicateur breton de prospérité durable, s'il respecte, si c'est un projet qui va être bénéfique pour l'emploi, si c'est un projet qui va pas nuire à la santé des habitants autour de son exploitation, pas nuire à sa propre santé, et dans ce cas-là, nous on le financera, et parce que voilà, ça respectera le cap économique que la Bretagne a fixé. Et donc, toutes les aides, la question c'était sur la conditionnalité des aides, toutes les aides seront conditionnées au respect et au succès de cet indicateur breton de prospérité durable.
Oui, je pense qu'effectivement, il faut d'abord remettre dans un contexte. On a une PAC qui est le gros du financement des paysans. Et on a une région Bretagne qui, avec des budgets assez ridicules, il faut le dire, on n'est pas dans une Bretagne, on n'est pas dans une France fédérale, on est dans une Bretagne autonome avec des vrais budgets. On est dans un système où on a un faible budget d'1,6 milliard à la région Bretagne. Et donc, Michael l'a dit, finalement, c'est des rustines en fait qu'on est obligé de faire. Par contre, on a quand même quelques leviers. Et ces leviers-là, c'est ce sur quoi il faut agir. Moi, je pense, contrairement à Michael, pour le coup, qu'on ne peut plus accepter de corriger en fait, l'existant, puisque l'existant, on nous a fait... quand on promeut une agriculture bio et paysanne, on nous dit c'est un modèle qui ne fonctionne pas. Moi, je constate au contraire que c'est le modèle conventionnel qui ne fonctionne pas parce qu'il est ultra subventionné et qu'il ne fonctionne pas sans des aides publiques énormes, et qu'en plus de ça, il produit très peu de valeur ajoutée, il rend les paysans dépendants, etc. etc. Donc, à peu près convaincu sur cette question-là. Donc pour moi, la conditionnalité d'abord, pour nous, la conditionnalité d'abord, c'est une conditionnalité sur le respect du vivant, le respect des milieux, donc ça c'est sur la chaîne, et aussi l'emploi. Actuellement, en fait, toutes ces fermes-usines produisent très très peu d'emplois par rapport à la valeur ajoutée. Ensuite, aussi rappeler quelques fondamentaux. Moi, j'en ai assez qu'on dise que la Bretagne doit nourrir le monde, parce que déjà, c'est pas le cas. On parle d'un modèle breton, alors qu'on n'est pas du tout dans un modèle breton. On est dans un système qui n'est pas du tout autonome, puisque de toute façon, on dépend pour l'alimentation animale notamment du soja. Donc tant qu'on sera dans un système comme ça, nous on veut végétaliser aussi la Bretagne. Et végétaliser la Bretagne, ça veut pas dire arrêter l'élevage, au contraire, ça veut dire avoir des plus petits élevages et des élevages de qualité. Donc végétaliser, ça veut dire aussi, du coup, ça va poser des questions. Moi je suis lorientais, et quand on parle de Docker, effectivement, les écologistes, ils ont un mouvement de recul. C'est quelque chose qu'ils ont du mal. Mais je leur dis, il faut anticiper en fait ces transitions. Si on n'anticipe pas, justement, vous allez vous retrouver avec une politique publique qui va vous enlever de l'emploi sans que vous ayez anticipé. Donc je m'écarte un peu du sujet, mais pour moi c'est un système global qu'il faut revoir. Et au final, il y a tout un tas de critères. On a parlé des cantines qui sont un puissant levier. Je préfère garder ce que je vais dire tout à l'heure parce que il y a d'autres critères. Mais voilà, les conditionnalités pour moi c'est d'abord, pour nous c'est d'abord le fait de ne pas polluer en fait, et de respecter les milieux, de respecter le vivant, et en plus, après on peut aussi parler peut-être un autre élément, mais dans ces fermes-là, on a un abattage massif avec du coup en fait, on peut aussi parler de la condition animale peut-être sur cette question-là en disant que je suis pas certain que les conditions soient bonnes dans ce type d'élevage. Alors qu'on peut avoir des exploitations qui sont viables et qui rémunèrent les paysans avec beaucoup moins de volailles, pour le plan volaille, mais c'est valable pour tous les domaines. Toutes les fermes que j'ai pu visiter, on était vraiment sur un rapport hectare-bête qui était avec peu d'animaux, et finalement beaucoup de paysans qui vivaient sur des petites fermes. Et moi je pense que c'est ce modèle-là qu'il faut valoriser, donc en fait c'est ce modèle-là qu'on souhaite financer. Et je finirai juste sur ça, mais je pense vraiment utile d'être radical, au contraire, et de dire que puisque la PAC a décidé d'aller dans une orientation qui ne nous correspond pas, je pense que tous les moyens de la région Bretagne doivent aller sur le modèle qui nous correspond. C'est-à-dire, ce qu'on a dit tout à l'heure, et moi je partage assez les revendications de la Confédération paysanne sur la réforme de la PAC. Et je ne pense pas en fait qu'on va... je pense au contraire que pour aller vers la transition, on ne peut pas faire la morale aux paysans. Il faut revoir au contraire le système de l'agroalimentaire et donc finalement bâtir un système agroalimentaire qui est construit par et pour le paysan. Or actuellement, c'est par des industriels et des banquiers qui cherchent à faire uniquement de la richesse et pas forcément de la qualité. Voilà. Alors c'est peut-être moins précis comme réponse, mais je pense d'abord qu'avant d'agir, il faut d'abord avoir une philosophie, et la philosophie, on l'a dans la tête. Merci. Alors, moi, je voulais, avant de répondre, revenir sur la politique agricole commune. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur la politique agricole commune. Alors, Gaël a parlé de l'Europe fédérale, etc. Bon, ça suppose déjà
de revoir au niveau national qu'il y ait une consultation citoyenne, et au niveau européen, moi qui ai travaillé à la Commission européenne, quand j'ai vu comment c'était déjà difficile au niveau des 27 États membres de s'entendre, avant qu'on arrive à une véritable régionalisation, je pense que ce sera difficile. Alors, s'agissant de la régionalisation de la PAC, j'avais lu des propos de Loïc Chenet-Girard disant qu'il le souhaitait pour mettre en cohérence les deux piliers. C'est-à-dire le premier pilier aide direct aux agriculteurs et les organisations communes de marché, et le deuxième pilier, tout ce qui concerne les mesures agro-environnementales, bien-être des animaux, etc. Alors, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais il faudrait déjà que s'agissant, pour mettre en cohérence, s'agissant du deuxième pilier, il faudrait déjà que Loïc Chenet-Girard et toute l'équipe qui était en place changent de braquet, changent de paradigme pour mettre en place une agriculture qui ne soit plus productiviste. Et puis, sur le premier pilier, je crains fort quand même qu'il pourrait y avoir des distorsions de concurrence. Et puis juridiquement, puisque je suis juriste, j'ai fait du droit européen, la loi MAPTAM de 2014 permet effectivement de déléguer des compétences aux collectivités territoriales. Mais si d'aventure on déléguait la compétence à la région, de toute manière ce serait sous contrôle de l'État. Donc voilà, donc ça suppose aussi de changer complètement de modèle, de changer de république, de passer à une 6e république, de faire autrement. Mais en l'état actuel du cadre juridique, on ne peut pas. Alors, je veux rebondir aussi sur la question de nourrir le monde. Effectivement, on exporte beaucoup du poulet, par exemple au Moyen-Orient, et on importe du soja, aussi du soja transgénique. Donc effectivement, il faut arrêter cela. On n'a pas vocation à nourrir la planète, et on peut aussi, nous, remplacer les tourteaux de soja par autre chose. On peut développer des systèmes d'herbage, de la luzerne, etc., des légumineuses. Pour nos animaux, on peut très bien, pour les porcs, des installations Siopaille, Caliboti, etc. Il y a d'autres façons de faire les choses pour arriver à des pratiques vertueuses pour ceux et celles qui travaillent dans ces élevages intensifs. Et je connais, j'y ai travaillé. Ce sont des conditions pour les êtres humains difficiles. Les poulaillers industriels, c'est insupportable quand vous travaillez, quand vous ramassez des poulets. Et puis, je ne vous dis pas pour les poulets. Ils sont concentrés. Au bout de 6 semaines, il faut qu'ils soient rendus. C'est affreux. Et puis, il faut être rentable vis-à-vis de Doux ou aujourd'hui Tilly. Sinon, l'agriculteur n'aura pas sa rémunération comme il se doit. C'est une réalité. Je parle en connaissance de cause, puisque je l'ai vécu directement. Alors, s'agissant de la conditionnalité des aides, tout simplement, j'ai envie de dire, il faut arrêter de soutenir les fermes-usines. Ça, c'est une évidence. Alors, vous avez dit que Loïc Chenet-Girard réfléchissait pour revenir en arrière, parce que le plan de compétitivité, le second pilier de la PAC, 150 millions d'euros, sur la programmation 2014-2020, c'est quand même du soutien à l'agriculture intensive et de leur sol, avec 5 millions d'euros pour financer quand même une cinquantaine de poulaillers usines, soit 50 000 euros d'argent public par structure. Donc ça, c'est la première des conditionnalités, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais si on n'arrête pas ce modèle intensif, on ne pourra pas aller plus loin sur la transition. C'est ensuite de soutenir des fermes qui soient vertueuses dans les pratiques, donc dans les pratiques par rapport à leur production, par rapport au maraîchage qui permet de l'autonomie, par rapport à la polyculture, pour aussi permettre donc
aux agriculteurs aussi de ne pas être dépendants d'un système productiviste qui les oblige à travailler énormément. Et puis, je parlais tout à l'heure du plan compétitivité sous la précédente programmation. Il faut réorienter ce plan ou ces aides du plan compétitivité vers, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'y ai fait référence, les mesures d'annulation de la dette paysanne, vers des contrats, de véritables contrats de transition, vers des mesures, vers les MAEC, les mesures agricoles et environnementales, et puis évidemment fixer des critères d'emploi à l'hectare pour permettre aussi de créer de l'emploi sur des exploitations familiales, paysannes, dédiées à la polyculture. Bien, alors merci à tous pour ces précisions. On va aborder un autre sujet maintenant que vous avez pour certains déjà évoqué, c'est celui du renouvellement des générations et donc de la nécessaire installation dans les années qui viennent d'un nombre important d'agriculteurs pour prendre la relève de ceux qui vont partir à la retraite. Pour rappeler un chiffre, donc il y a 55% actuellement des chefs d'exploitation qui ont plus de 55 ans, donc dans les 10 ans qui viennent, il y en a un certain nombre qui vont terminer leur activité. Alors pour parler de cette question d'installation, je vais demander à Julien Hamon de la Confédération Paysanne de nous rejoindre. Donc Julien, tu es maraîcher à Sarzeau et tu es aussi responsable de la Confédération Paysanne 56 et tu t'occupes en particulier des jeunes agriculteurs qui rencontrent différents obstacles dans leur projet d'installation. Donc je te laisse la parole 5 minutes. Merci bien, bonjour tout le monde. Du coup, je vais essayer de vous brosser un petit peu les problématiques de l'installation, surtout en agriculture paysanne. Comme ça a été dit au début, depuis plusieurs années, le taux de renouvellement des générations est négatif. C'est moins d'une installation pour un départ. Et ça s'accentue parce qu'on est rendu à 2 départs pour une installation, voire 3 dans le Finistère. Comme ça a été dit, 50% des paysans arrivent à la retraite dans les 10 prochaines années. Et du coup, on voit concrètement les fermes qui s'agrandissent et s'industrialisent à outrance. Les démarches à l'installation aidées en agriculture paysanne sont un vrai parcours du combattant. Alors, il y a plusieurs choses. Les établissements de formation agricole ferment. Ça a été récemment le cas à Crénin. Il y en a d'autres qui sont en attente de financement de la région. C'est le cas justement de Combourg et du Reux, où les porteurs de projets sont prêts à faire la rentrée. Non, c'est repoussé, manque de financement. Du coup, ça patine et ça s'enlise. D'autre part, il y a l'étude prévisionnelle, du coup, ce qu'on appelle le plan prévisionnel personnalisé, établi par la Chambre d'agriculture, qui récemment a doublé de prix. On était de l'ordre de 1400 €, on est à 2800 €. Du coup, on trouve ça dommage. Et les conditions, comme on a dit tout à l'heure aussi, pour être éligible à la DGA, sont plus que draconiennes. Il faut avoir moins de 40 ans. Du coup, quelqu'un qui veut se reconvertir à 41 ans, c'est sur le nez. Il faut dégager aussi rapidement l'équivalent d'un SMIC, ce qui n'est pas forcément facile à réussir quand on s'installe en agriculture paysanne pour créer les débouchés et mettre la ferme en route. Pas de progressivité possible non plus, il faudrait tout de suite faire tout d'un coup, et du coup ça pose problème aux jeunes qui aimeraient bien y aller progressivement. Et avoir un centre de compta agréé, ce qui peut paraître logique, mais repousse pas mal, parce que c'est un coût du coup annuel, et ça dissuade pas mal de porteurs de projets. Il y a aussi du coup tout ce qu'on appelle les non issus du milieu agricole, ou qui s'installent hors cadre familial, qui sont quand même maintenant à hauteur de 30%, et qui voient pas mal de problématiques, malgré qu'ils fassent le parcours d'installation aidée, qu'ils aient des autorisations d'exploiter. Souvent on voit des propriétaires finalement qui ne connaissent pas les porteurs de projets,
préfère laisser les terres aux voisins qui est déjà installé. Le voisin rentre dedans, et ça a été le cas récemment à Lusillac, où il y a une jeune femme du coup qui avait fait tout le dispositif, et les paysans voisins du coup sont rentrés en connivence avec les propriétaires dans les terres, et il a fallu qu'elle attende 2-3 ans. Du coup, c'est un petit peu dommage d'attendre tout ce temps-là. Il existe des choses comme les SIAP, c'est la coopérative d'installation en agriculture paysanne. C'est dommage, ça en manque dans le 56, il y a le 22, le 29, le 35. À la Confédération paysanne, on va essayer d'en mettre un dans le 56, ce qui permet du coup un accompagnement, il y a des espaces tests, c'est vraiment un accompagnement pour les porteurs de projets qui veulent se tester en agriculture paysanne. Il y a aussi la Marmite qui est à la Vraie Croix, qui est un lieu d'échange et de ressources avec des cafés installations où justement les porteurs de projets échangent finalement sur les problématiques d'installation. C'est bien intéressant et les porteurs de projets sont bien contents de ça. Il existe aussi le RDI, le répertoire départ installation. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a une personne qui est à temps partiel qui devrait répertorier tous les paysans qui arrivent à la retraite, accueillir tous les porteurs de projets et mettre en lien. Donc c'est un travail de fourmi titanesque. Et du coup, le gars, il n'arrive pas à... Enfin, c'est pas efficace. La dernière chose qui est très inquiétant aussi, c'est la mise en place du coup des normes de biosécurité et du contexte de grippe aviaire actuelle. Et on arrive aussi à la grippe porcine, où en fait on voit les éleveurs plein air obligés de confiner les volailles. Et du coup, les porteurs de projets qui voulaient donner du sens au métier en élevant des bêtes du coup en plein air, quand ils voient les collègues installés déjà, ça commence à dire bah non, je ne veux pas faire ce métier-là. D'autant que les services de l'État, la DDPP, annoncent que il va falloir s'y attendre tous les ans. Et du coup, ça c'est vraiment problématique. Et il va y avoir la même problématique en élevage porcin et à terme sans doute pour les vaches aussi. Et du coup, le discours qui tendrait à dire que l'élevage en bâtiment est plus sûr d'un point de vue sanitaire que l'élevage plein air, comme je vous ai dit, rebute beaucoup de porteurs de projets en élevage plein air cette fois-ci. Je pense que j'ai fait le tour. Merci beaucoup. Alors, je vais vous laisser la parole pour nous décrire un peu les dispositifs d'accompagnement de soutien que vous envisagez pour aider les porteurs de projets agricoles qui viendraient à s'installer dans les années qui viennent. Il nous reste ensuite 2 questions à aborder. Donc, je vais vous demander de vous concentrer sur 1 ou 2 points, s'il vous plaît, pour qu'on puisse aller au bout de cet échange dans un temps raisonnable. Voilà. Alors, on va peut-être commencer la discussion par l'autre bout, pour que ce soit pas toujours les mêmes qui finissent et qui commencent. Oui, merci. Bah, effectivement, cette question a été abordée un petit peu tout à l'heure, donc je vais être assez rapide. Il faut évidemment revoir le montant de la DGA, revoir les critères, effectivement 40 ans c'est trop jeune, et puis revoir les critères et les moduler en fonction ou en faveur de projets agro-écologiques. Ensuite, j'ai insisté tout à l'heure sur la formation, je ne vais pas redire, mais la formation elle est importante, la région a cette compétence en matière de formation professionnelle, formation initiale, formation continue, pour attirer des personnes qui ne sont pas issues du milieu paysan. Il faut aussi développer des structures, des lycées publics agricoles. Dans des lycées privés, parfois, il y a un droit de regard des syndicats majoritaires. Donc, le contenu des programmes est orienté pour correspondre à la demande de ce modèle conventionnel. Et puis l'accès au foncier, quelques mots. Je pense qu'il faut revoir les missions des SAFER, augmenter leur droit de préemption. Le travail avec des associations comme Terre de Liens, par exemple. Développer les formes collectives, mutualisées de propriété. Et être ambitieux en matière de politique publique. Moi qui suis élu local, je vois lorsqu'on examine le plan local d'urbanisme, le SCOT, c'est d'être beaucoup plus ambitieux
pour, en tout cas, réserver de la terre pour l'installation des nouveaux paysans. Et puis, c'est une possibilité aussi pour les collectivités de faire de la réserve foncière et d'opérer une veille, une véritable veille foncière. Voilà ce que je voulais dire rapidement. Bon, là, le premier point, c'est effectivement l'accès au foncier. Hein. Je pense qu'on en est tous convaincus. Sur la question littorale, notamment, j'ai rencontré, moi, à Erdeven, par exemple, un paysan qui va peut-être, bien malgré lui, créer une sorte de jurisprudence, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'il a acheté des terres agricoles, mais trop chères. Et du coup, la SAFER dit que ça risque de faire monter tout le prix des terres agricoles, parce que tout simplement, en fait, les anciens paysans qui arrivent à leur retraite voient que les terres vont peut-être devenir urbanisables et du coup attendent et spéculent en fait sur les terres. Donc je pense qu'il y a cette question-là qu'il faut vraiment régler, qui n'est pas liée que à la question de la terre agricole, mais aussi à la question du logement et de la politique du logement en Bretagne, qui est un vrai problème, comme chacun sait. Installation, ouais. Donc sur l'installation, il y a donc l'accès au foncier, et effectivement, je pense qu'il y a aussi un problème de connaissances agronomiques dans les écoles. Je suis d'accord avec Marie-Madeleine sur cette question-là. On a peut-être une question. Il y a un modèle qui est privilégié et qui finalement, on en a parlé avec un autre paysan qu'on vient de voir d'ailleurs, sur la question on calque des modèles. Et les banques en fait sont vraiment attachées à ce qu'il y ait des critères qui soient les mêmes pour toutes les fermes. Or, en fait, on se rend compte que chaque paysan, en fonction de la terre sur laquelle il est, en fonction des contraintes de son sol, en fonction de l'activité qu'il va faire, et ben, il va entrer par une autre démarche, en fait. Et chaque modèle peut avoir sa viabilité. Donc, je pense que là, on a aussi intérêt à individualiser peut-être les logiques et pas avoir un modèle calqué. Donc, ça suppose d'avoir des connaissances agronomiques qui, je pense, il faut pas le dire en fait, mais je pense qu'il y a des paysans qui sont tellement dépendants des intrants et compagnie que finalement ils n'ont pas une très grande connaissance du monde agricole. Alors je le dis toute modestie parce que je n'ai pas cette connaissance. J'ai rencontré moi des gens qui l'ont et qui estiment qu'il y a des solutions pour réduire par exemple la dépendance aux pesticides, mais à condition de connaître en fait son milieu. Donc, voilà, j'ai pas de dispositif particulier, encore une fois, en fait, je trouve que c'est réducteur de dire on va avoir la réponse miracle parce qu'il n'y en a pas, en fait, il n'y a pas de réponse miracle, mais pour l'installation, je pense qu'il y a cette question du foncier, la question de l'agronomie, et l'aide à l'installation, en fait, tout simplement, c'est-à-dire que quand un jeune s'installe, il faut aussi lui donner la capacité de s'installer, ça suppose peut-être aussi de faire des montages avec des citoyens. On voit que à côté de chez moi, la ferme du resto a été rachetée par un paysan, et sous forme de parts citoyennes qui permettent aussi peut-être de réduire les investissements pour les paysans, de leur permettre de s'installer, et ensuite peut-être qu'on doit là pour le coup faire aussi une petite aide à l'installation sur des questions de transformation pour qu'ils puissent transformer eux-mêmes plutôt que de l'aide à la production, quoi. Moi j'estime que si une activité elle n'est pas viable, voilà, il faut se poser des questions aussi sur l'aide à outrance à la production. Et je pense en fait que les petites fermes sont viables, qu'elles le démontrent en fait, énormément de choses. La question, j'ai écrit aussi un article récemment dans le Peuple breton sur la tyrannie des normes suite à une visite à Plouay. Mais ça c'est difficile parce que ça suppose un lobbying de la région avec l'État en fait. Ça, c'est important aussi d'avoir ce rôle-là de force de proposition pour le législateur tant qu'on n'a pas la législation nous-mêmes. Et effectivement, que les normes soient les mêmes en fonction que ce soit pour un gros paysan ou une petite ferme, c'est pas normal parce que souvent les problèmes, notamment sanitaires, ils sont liés à la concentration et pas aux petites fermes. Voilà ce que je peux dire. Moi, je vous disais tout à l'heure, je viens pas d'un milieu agricole, j'ai pas grandi là-dedans, mais j'ai plein d'amis qui sont fils et filles paysans et agriculteurs. De tous ceux que je connais, de tous ceux avec qui j'ai pu discuter avant de venir ici, il n'y en a pas un
d'abord, il n'y en a pas un qui a envie de reprendre la ferme de son père, qui n'a pas envie de reprendre l'exploitation agricole de son père et de sa mère. Et pour deux d'entre eux, particulièrement un Belz et un Aradon, leur père, enfin, l'exploitation, ne trouve pas de repreneur. Donc, typiquement, on rentre dans ce qui vient d'être dit, c'est qu'il y a un problème majeur d'installation agricole et c'est de reprise des installations. Et donc, c'est évidemment quelque chose sur lequel il faut agir. Alors, il y a différents. On a énormément de propositions parce qu'on a beaucoup travaillé avec des agriculteurs et des agricultrices dans les 4 départements de la Bretagne administrative là-dessus, en préparation de l'élection. Alors, d'abord, c'est évidemment sur la DGA, il faut se battre pour augmenter, parce que ça a été dit tout à l'heure, en comparaison avec les autres régions, elle est bien plus faible pour l'installation des agriculteurs bretons que pour celle des autres agriculteurs. Là-dessus, ça pourrait permettre également de lutter pour plus d'égalité homme-femme dans les installations, pour essayer de féminiser aussi la profession. Et il faut en simplifier les conditions d'octroi. Alors, ça a été dit tout à l'heure sur la suppression du fait d'octroyer à partir de 40 ans. C'est évidemment une condition qui n'a pas de sens quand on voit qu'il y a si peu de reprises d'exploitation et un taux aussi faible de nouvelles installations. Il y a deux autres choses sur lesquelles, pour faire vite, il faut, à mon avis, l'avis de la liste, travailler amplement. C'est d'abord la prise en charge des frais d'installation. Il y a aussi, pour reprendre une exploitation, pour s'installer, il faut faire des études techniques, faire des plans d'entreprise, faire énormément de choses qui coûtent de l'argent, qui sont des barrières à l'innovation, à l'entrepreneuriat. Et donc ça, c'est quelque chose sur laquelle la région peut accompagner aussi, peut aider pour éviter que ce soit des barrières qui empêchent de s'installer. Et enfin, ça a déjà été dit, mais c'est aussi quelque chose qui est évidemment un problème à l'installation, c'est la question du foncier. Alors il y a deux choses sur lesquelles nous on aimerait mettre l'accent. C'est d'abord travailler en partenariat avec la SAFER pour une garantie financière à l'achat de foncier. Ça permettrait de lutter contre la spéculation et la région pourrait avoir la main là-dessus, étant donné qu'elle est pas exactement, mais elle fait partie du conseil d'administration de la SAFER. Et la deuxième chose, c'est l'établissement public foncier breton qui peut permettre d'acheter du foncier. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Enfin, on connaît très bien, je parle au nom de la liste, étant donné que Daniel a été président de l'établissement public foncier de Bretagne pendant 5 ans. Et donc, on a énormément réfléchi à cette question-là pour permettre à ce que la région se porte au nom des communes acquéreurs de foncier pour permettre ensuite à des agriculteurs et des agricultrices, des paysans et des paysannes de s'installer sans acheter un foncier qui soit excessivement cher et de fait à favoriser les conditions d'installation. Et avant de répondre à cette question, je voudrais dire et redire que le Conseil régional de Bretagne ne soutient pas l'agriculture productiviste. Que la région Bretagne est la seule région de France à avoir continué à accompagner les aides en agriculture biologique. Donc toutes les autres arrêtées. Et qu'aujourd'hui, certes, la région Bretagne n'a pas vocation à nourrir le monde, elle ne le fait d'ailleurs pas, puisque 85% de la production est faite pour notre pays. Le principal bassin d'achat, c'est l'Île-de-France. 15% vont à l'exportation. Quant à Doux et à Tilly-Sapco, ça n'existe plus. Par rapport à la question qui nous est posée sur les conditions d'installation par rapport à la DJA, c'est un critère national, la DJA à 40 ans. Effectivement, je pense que c'est un critère qu'il faudrait revoir pour simplement reconnaître les parcours. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des parcours de vie avec des deuxièmes vies. Et on a beaucoup de jeunes agriculteurs qui s'installent, jeunes au sens où ils ont 40-45 ans, ils arrivent dans un deuxième parcours professionnel. D'ailleurs, ce sont très souvent des personnes qui sont eux-mêmes issues de l'agriculture, qui ont mené des études, on les rencontrait un certain nombre d'agronomie ou autres, qui à un moment donné décident de revenir à la terre pour exercer leur profession. Quand ils y reviennent, ils ont 40-45 ans, ils veulent vivre ça. Donc la DGA, oui, sur ce critère des 40 ans,
il faudrait largement y revenir, mais ça c'est une mesure nationale, donc il va falloir agir auprès de nos parlementaires. Au conseil départemental du Finistère, j'ai été critiqué pour cela, mais j'ai créé, non pas une DGA, parce que le DGA c'est un dispositif national, mais une aide spécifique pour les agriculteurs ou les maraîchers qui s'installaient en parcours dit atypique. La critique, elle portait sur quoi? Sur la durabilité de la vie économique des personnes qui s'installaient. Plusieurs années plus tard, on se rend compte que c'est la même durabilité que nous. Donc cette aide, on l'a mise en place et elle permet d'installer un certain nombre de jeunes agriculteurs, notamment en agriculture périurbaine, on a de très beaux projets. Donc ça m'inspirera, j'espère, si nous sommes élus au Conseil régional de Bretagne. La question du foncier est une question éminemment stratégique. Parce que pas d'agriculture sans foncier, pas d'installation sans foncier. Aujourd'hui, je pense que les élus doivent réinvestir la gouvernance des SAFER. Vous savez que la SAFER, c'est un organisme où siègent de manière quasi paritaire un certain nombre de professionnels issus des syndicats agricoles, que les élus y ont la place et parfois ils laissent la place. Donc, je pense que la question de la gouvernance de la SAFER, on peut critiquer la SAFER, mais je pense que les élus doivent aussi balayer devant leur porte et réinvestir la SAFER et réinvestir les CDOA en particulier, et de regarder comment les choses se passent. Par rapport aux outils que nous avons à notre disposition, on a évoqué effectivement le PFR. Il a une convention d'ailleurs avec la SAFER, mais peu de projets ont été pris en compte, c'est peu connu, mais peu de projets ont été pris en compte dans ce cadre. Sur les possibilités d'installation et les acteurs que vous avez évoqués, il y a des possibilités nouvelles et qui permettent d'installer de jeunes agriculteurs dans de bonnes conditions aussi. J'ai porté, c'est un exemple unique en France, le projet à Moëlan-sur-Mer, regardez cela, de reconquête des friches littorales, 120 hectares pour remise en culture. C'est une compétence légale qui a été pour la première fois exercée par le conseil départemental du Finistère, en France. Jamais ça n'avait été fait. C'est un parcours du combattant, mais on est en train d'installer sur Moëlan-sur-Mer un certain nombre d'agriculteurs qui vont pouvoir remettre en culture ces friches littorales. Quand on sait le nombre d'hectares en friches littorales dans cette région Bretagne, je crois que cette expérience doit être regardée avec beaucoup d'intérêt. On a travaillé évidemment avec Terre de Liens, on a travaillé avec les CIVAM, on a travaillé avec la MAP, on a travaillé avec la GAB, on a travaillé même avec la Chambre d'agriculture sur ce sujet, et j'espère que nous y parviendrons. Par rapport au SIAP, vous évoquez ça, nous sommes en train de soutenir, au Conseil départemental du Finistère, le premier SIAP en Finistère. Et avec les acteurs que je viens de citer. L'idée, c'est quoi? C'est en fait de porter le foncier à la place des jeunes agriculteurs qui veulent s'installer. C'est à un moment donné, c'est ce qu'on appelle les espaces tests, de faire en sorte que le foncier, il n'y ait pas d'acquisition de foncier qui soit faite directement, mais que le foncier soit mis à disposition, ce qui fait que le coût d'installation sera moindre, et qu'à un moment donné, quand la viabilité de l'entreprise agricole ou de l'exploitation agricole sera atteinte, oui, l'acquisition du foncier pourra se faire. Et je crois que ce modèle-là doit être regardé avec beaucoup d'intérêt. On parle d'office foncier solidaire aussi pour les questions d'habitat. C'est la même problématique. C'est la proposition que nous faisons aussi pour permettre à chacun d'entre nous de pouvoir s'installer dans de bonnes conditions, de pouvoir acheter sa maison, que d'avoir un office foncier solidaire pour que le foncier, en fait, soit à la charge de la collectivité dans un premier temps. Ça existe déjà, et que vous puissiez ensuite l'acquérir quand vous avez les moyens financiers suffisants de le faire. Donc le SIAP, c'est cela. Les espaces tests, c'est aussi ça. Sur le RPI, oui, c'est vrai qu'il y a un défaut de suivi. On n'a pas une vision globale à l'échelle du Conseil régional de Bretagne, comme on ne l'a pas à l'échelle des départements. Et on a beaucoup de difficultés à avoir ce suivi. Par rapport aux fonciers, les élus locaux, moi je vous rejoins, une responsabilité éminente. Moi, je suis le maire de ma commune. Quand j'ai été élu en 2014, il y avait 30 hectares qui étaient urbanisables. On a réduit cette possibilité à l'urbanisation, faisant de la redensification de notre centre-ville une priorité absolue. C'est beaucoup plus compliqué de s'attaquer à l'habitat indigne et insalubre, aux immeubles qui sont quasiment en ruine dans votre commune. D'ailleurs, je viens de faire voter la taxe sur les logements vacants, donc on s'attaque sur tous les fronts à ces sujets. Et on a baissé la part de foncier à l'urbanisation pour faire en sorte que les exploitants agricoles de Quinpalais, il n'en reste pas beaucoup, une dizaine, puissent vivre de bonnes conditions. On fera certainement le lien avec le projet alimentaire de territoire et nos cantines,
Parce que si vous voulez faire des circuits courts et du local, si vous n'avez pas de foncier à proximité, vous allez être vite en difficulté. Donc si on laisse l'urbanisation continuer à être rampante comme elle l'est, évidemment qu'on pourra faire toujours des beaux discours sur le projet alimentaire de territoire, sur nos cantines municipales, et la production agricole, elle se fera à 50, 100 ou 200 ou 300 km, parce que c'est la réalité des situations. Moi, sur la question de la biosécurité, je ne suis pas capable de vous répondre. J'ai découvert cette problématique la semaine dernière, quand je suis allé au GAEC Poitou, dans les Monts d'Arrée. Parce qu'on nous a évoqué cela. C'est une toute petite exploitation, hein, 15 vaches, quelques cochons, 80 000 € de chiffre d'affaires pour 4 unités. Donc c'est possible, ça marche. Monsieur Jacob nous a évoqué cette problématique de la biosécurité que j'ai découvert au moment où il nous a interpellés sur ce sujet. C'est une question de normes sanitaires qui paraît être extrêmement handicapante pour l'avenir. Donc il faudra certainement la regarder. Les élus de la région Bretagne certainement, mais là encore, on est sur des dispositions qui sont à la fois nationales et européennes. Je pense qu'il faut être en capacité aussi d'agir auprès des parlementaires nationaux et européens sur ces sujets. Et ça a l'air d'être une norme qui pourrait être largement handicapée tout ce qu'on dit, c'est-à-dire sur le bien-être animal, la possibilité d'élever en plein air. Et je crois que c'est quand même ce qui doit être également recherché. Merci. Alors, il nous reste 2 points à aborder. Il nous reste aussi une demi-heure. On va essayer de respecter ce temps. Et c'est bien pour ceux qui nous écoutent. Alors, on va aborder le problème par une autre partie, qui est celle de l'alimentation. Que vous avez en plus évoqué, mais là, vous allez avoir le temps de développer un peu plus en profondeur les projets de territoire et ce qui peut être fait au niveau des cantines. Alors, je vais demander à Romane du comité de nous rejoindre parce qu'elle souhaitait nous interpeller sur une des revendications du comité qui concerne la qualité des cantines scolaires et de l'alimentation qui est proposée aux élèves. C'est ça, bonjour. Exactement. Le collectif Morbihan contre les fermes-usines, aujourd'hui, il a plusieurs cordes à son arc pour agir. On fait donc des recours juridiques, on mobilise des citoyens et des citoyennes sur l'espace public, on prend de l'espace et on rassemble finalement une voix citoyenne qui est aujourd'hui de plus en plus opposée à ce modèle des fermes-usines. Et ça permet aussi d'interpeller nos élus et d'avoir de la force pour le faire. Pour rappel, quand même, les fermes-usines, c'est pas que en Ukraine, en Bretagne, il y en a. Les fermes-usines, elles sont définies par la taille, elles sont définies par le fait d'être hors sol, elles sont définies par une ubérisation du système, avec des agriculteurs et des agricultrices qui ne deviennent finalement que de simples ouvriers de grands groupes intégrateurs qui maîtrisent tout. Aujourd'hui, pour survivre, les agriculteurs et les agricultrices sont obligés d'agrandir, d'augmenter toujours la technique, mais sans aucune augmentation et amélioration de leur qualité de vie. C'est de la survie aujourd'hui pour les agriculteurs et les agricultrices. Du coup, nous, avec le collectif Morbihan contre les fermes-usines, on lance une campagne via la restauration scolaire pour bannir les poulets issus de ces fermes-usines dans les cantines des écoles, des collèges et des lycées. Ma question, elle est très simple. Est-ce que vous vous engagez à bannir les poulets issus de ces fermes-usines des cantines, des lycées et des établissements de formation dont vous aurez la charge? Merci Romain. Donc je vous laisse répondre et bien sûr vous pouvez développer par ailleurs sur le point de l'alimentation. Alors je vais à nouveau donner le micro là-bas et puis on va vous passer. Merci. Effectivement, je sais que Tilly et Sapco n'existent plus, qu'on a aujourd'hui Hier-Braise. D'ailleurs, la région a pris du capital, enfin des prises de capital au sein de cette structure, dans le cadre d'un partenariat public-privé qu'elle a pu le faire dans le cadre de la loi NOTRe de 2015. Donc évidemment, nous demain, à la région, ce genre de pratique, évidemment, on ne suivra pas. Alors, s'agissant de la transition alimentaire et de la restauration collective, nous pensons que pour y arriver, il faut structurer des réseaux de paysans,
via des plateformes de distribution en circuit court, via des unités de transformation locale, avec aussi l'abattage à la ferme, des possibilités aussi de déplacement de structures mobiles. Pour ce faire, pour parvenir à une structuration des réseaux paysans autonomes, on s'appuiera sur un conseil agronomique indépendant. Alors, par rapport au projet alimentaire territorial, nous pensons que la région doit soutenir cette démarche territoriale qui part de la concertation entre les différents acteurs, citoyens, entreprises, collectivités, territoires. Alors la région doit les soutenir à condition évidemment aussi que la région mène une véritable action en faveur de la qualité de l'eau. Nous œuvrerons aussi pour l'autonomie de chaque échelon territorial en la matière. Nous pensons aussi, dans le cadre de LEADER, qui est un outil du Fonds régional du FEADER, en matière de développement rural, LEADER, la programmation va recommencer à partir de 2023 et nous pensons que la région qui va sélectionner les groupes d'action locale doit imposer un certain nombre de critères. Alors ces critères existent déjà, mais des critères qui pourraient être davantage de végétalisation, par exemple, davantage de mise en avant des circuits courts, des innovations, de la coopération, de l'expérimentation. Et puis, en matière de restauration collective dans les lycées, donc vous avez fait référence sur les questions que vous avez posées à la loi Egalim. Donc, nous visons les 100% bio dans les cantines de la région et les 110 lycées bretons. Hein, donc, c'est un objectif que nous avons. Bien sûr, tout cela se fera par étapes pour atteindre les 50% avant la fin du mandat, avec une alternative végétarienne quotidienne. Alors, le problème, puisque je parle de cela, je pense qu'il faut réformer le code des marchés publics, parce qu'au niveau du local, ça pose question, et la région, comme les autres collectivités territoriales, est un peu obligée de contourner le code des marchés publics. Elle peut le faire en mettant en avant des critères comme la fraîcheur, la saisonnalité des produits, par exemple. Vous avez parlé aussi dans votre question des labels qualité. Alors, nous pensons qu'il faut aussi développer les produits issus de races locales, produits locaux et en circuit court, les produits portant les mentions montagne ou produits de pays, plus l'ensemble des produits fermiers. Par contre, nous sommes opposés à la certification HVE, haute valeur environnementale, parce que cette certification n'oblige pas du pâturage et cette certification peut être octroyée même en utilisant des pesticides. Pour répondre à la question, oui. On va commencer. Non, je vais continuer un petit peu, mais je vais essayer de faire court. J'ai parlé tout à l'heure de la végétalisation, donc effectivement, nous on souhaite peut-être moins de viande, mais de la viande de meilleure qualité dans les assiettes. En fait, tout le programme de notre liste, ça s'appuie aussi sur l'autonomie. J'ai parlé tout à l'heure de l'autonomie du paysan. Je l'ai dit aussi, les cantines scolaires, c'est un puissant levier pour la transformation agricole. Et je le dis simplement, c'est justement si on prend de la viande de qualité et compagnie, c'est aussi ce qui va permettre
et non pas de faire la morale aux paysans en leur disant il faut que vous changiez vos pratiques, mais en fait d'avoir un débouché économique. Et donc du coup, je pense qu'effectivement, moins mais de meilleure qualité, ça paraît être la ligne à tenir. Et je voudrais rajouter un autre élément qui n'est pas forcément dans la question, mais on parle d'autonomie et j'aimerais bien qu'on aille voir aussi dans les cuisines. Parce que le premier pas vers l'autonomie, c'est, en individuel, c'est d'abord de faire soi-même la cuisine en fait. Or, actuellement, on a moins de cuisiniers que dans les cantines scolaires, et notamment dans les lycées, en fait. Il y a moins de cuisiniers qu'il y a quelques années. Ce qui fait qu'actuellement, la loi Egalim, ça a produit quoi? Et je suis bien poussé pour le dire, parce qu'on a une camarade qui travaille dans les cantines scolaires et qui nous l'a dit. Ça donne qu'avant, on cuisinait des produits locaux, pas forcément, effectivement, qui venaient peut-être des fermes-usines et compagnie, mais au moins on les cuisinait. Et actuellement, en fait, on ouvre des sachets de bio. C'est la réalité actuellement dans les cantines scolaires. Donc je pense qu'il faut investir aussi dans des cuisiniers, dans des légumeries, dans des outils de transformation qui permettent en fait d'avoir de la qualité dans nos cantines. Et en plus, bon, après ça c'est un volet autre, mais c'est aussi une éducation au goût pour les enfants, etc. Donc ça se fait pas avec une baguette magique évidemment, parce que pour fournir des cantines scolaires, c'est pas si facile et tous les maraîchers notamment peuvent pas le faire. Les tout petits qui font de la polyculture, c'est assez compliqué. Mais par contre, on peut se permettre d'augmenter très très sensiblement, et nous on souhaite arriver à 100% dans les cantines d'ici la fin du mandat, en tout cas sur les cantines lycées, quoi, parce que c'est ce qui dépend de la région. De bio, j'ai dit bio? Ouais. Alors, un petit peu abandonné, j'ai été en alcoolique, mais bon, c'est pas très grave. Évidemment, pour la question, évidemment oui, on a pour objectif et on s'engage à bannir les viandes de ferme-usine dans les cantines de lycée et dans tous les établissements qui dépendent de la région. Moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Gaël Briand sur l'importance d'aller dans les cuisines et de voir directement ce qui est cuisiné, la façon dont c'est cuisiné. On a sur notre liste Olivier Rollinger, qui est un chef cuisinier qui travaille depuis longtemps sur ces questions-là, qui va faire de la formation dans les cantines de lycées, de collèges, partout en Bretagne, partout en France, pour justement travailler sur les produits, travailler sur la qualité des produits. C'est totalement délirant, et je partage totalement ce qui a été dit juste avant, d'ouvrir des sachets de bio et de donner ça à manger aux enfants. Enfin, moi, j'étais encore en cantine de lycée il n'y a pas très longtemps, et voilà, c'est assez catastrophique la façon dont on donne à manger aux étudiants et aux élèves. Donc sur la loi Egalim prévoit 50% de produits de qualité, de produits durables en 2022. Nous, on a, je partage ce qui a été dit juste avant, on a évidemment pour ambition d'être en 100% bio. La cantine de Longouette, ça fait 20 ans qu'elle est en 100% bio chez et donc on a pour ambition d'avoir des lycées exemplaires avec 80% d'approvisionnement local, 50% en bio ou en conversion bio d'ici à la fin du mandat, et surtout, et c'est surtout ça qui est important, et ça revient sur ce qui a été dit juste avant, avec 100% de fait maison et pas de transformation particulière, pas de sachets ouverts juste avant de donner à manger aux élèves. Je partage aussi ce qui a été dit sur la nécessité de transformer le code des marchés publics, et si ce n'est pas fait, il faudra évidemment continuer à détourner ce qui est fait pour justement mener une politique ambitieuse de produits locaux dans les cantines des lycées, dans les cantines des établissements de la région. C'est vite, hein. Donc sur les projets alimentaires de territoire, je vais vous parler de mon expérience. Le conseil départemental du Finistère porte un projet alimentaire de territoire depuis des années. On en est d'ailleurs au deuxième, en tous les cas je l'espère, puisque nous venons de délibérer il y a quelques jours pour répondre à l'appel à projet national, ce qu'on appelle un projet national, pour être PAT de niveau 2. Donc avec des priorités évidemment, les questions d'alimentation, donc pour ce qui nous concernait c'était les collèges, mais je parlerai aussi des lycées. Et pour ce qui concernait le conseil départemental du Finistère, c'est évidemment la lutte contre la précarité alimentaire. Je m'occupe aussi du RSA, donc c'est vraiment un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Par rapport à la question précise que vous posez sur la loi Egalim, la loi Egalim a fixé un certain nombre d'objectifs. Nous, l'objectif que nous sommes fixés dans le cadre du programme électoral,
c'est pas 100% bio, c'est 100% de produits frais bretons pour ce qui concerne donc la part des produits frais, 100% produits frais bretons, donc ne venant pas évidemment des fermes-usines que vous évoquez. Voilà pour l'engagement. Ça suppose d'agir auprès des groupements d'achat. Évidemment, aujourd'hui, nos cantines, qu'elles soient celles des collèges, des lycées, nous achetons au travers de Braisalim, au travers de groupements d'achat. Donc ça suppose évidemment, au travers de ces groupements d'achat, il y ait des modifications de pratiques et que la loi Egalim ne soit pas le but à atteindre, mais qu'on aille évidemment au-delà. Au Conseil départemental du Finistère, on a mis en place la plateforme agri-locale aussi, donc il y a des ambitions extrêmement fortes de faire le lien évidemment entre l'alimentation de nos collégiens et la reterritorialisation ou la relocalisation de l'agriculture. Donc ça fait des années qu'on travaille pour faire en sorte que tout simplement, oui à Braisalim, mais sur la part qui était la part de gré à gré, on puisse sécuriser les exploitants agricoles, travailler sur les marchés publics et faire en sorte qu'on soit vraiment en production locale avec les critères que je viens de définir. Donc cette plateforme agri-locale, elle vient aider en cela, c'est-à-dire faire le lien entre l'agriculture locale et les cantines de nos collèges pour faire en sorte que nos enfants aient une alimentation évidemment de qualité. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que ce soit dans les collèges ou dans les lycées, il y a une double responsabilité qui s'entrechoque. Vous avez la responsabilité de l'éducation nationale, c'est les métiers de gestionnaire, et vous avez la responsabilité de la collectivité territoriale, que ce soit le conseil départemental ou le conseil régional, au travers des cuisiniers et des agents. Et aujourd'hui, je pense qu'on arrive au bout de ce système. Ça fait déjà des années qu'on demande que les gestionnaires passent sous le giron des collectivités territoriales, parce qu'on voit bien que les objectifs des gestionnaires, les objectifs des cuisiniers ne sont pas obligatoirement toujours les mêmes. Bien au contraire, parfois. Il y en a un qui va gérer l'argent public en consacrant parfois le moins possible à la part alimentaire, et vous avez le cuisinier qui aimerait bien effectivement changer de pratique. Les cuisiniers, moi, mon père n'était pas hydrolinger, mon papa était cuisinier dans un collège, mon grand-père était cuisinier dans un collège. J'ai pas vu mon grand-père travailler, mais j'ai vu mon papa travailler. Et j'ai vu se plaindre des conditions de travail qui étaient les siennes. Pourquoi il se plaignait des conditions de travail qui étaient les siennes? Tout simplement parce qu'il ne cuisinait plus. On lui avait finalement appris à assembler les aliments. Et donc à un moment donné, pour des raisons qui étaient des raisons liées en fait à la sécurité sanitaire, on est arrivé en fait à supprimer effectivement les légumeries, à acheter des frites congelées. Et en fait, les métiers de cuisinier, ce ne sont plus des métiers de cuisinier, mais des métiers d'assembleur. Donc il va falloir évidemment qu'ils redécouvrent ces métiers, et ça suppose beaucoup de formation. Et ça suppose que nous soyons en capacité de recruter. Je peux vous assurer que l'une des principales difficultés dans la restauration collective, dans nos collèges et dans nos lycées, c'est de recruter effectivement ces métiers, parce que ce sont des métiers qui ont perdu de leur intérêt au regard de ce que je viens de vous dire. Ça suppose évidemment qu'on travaille aussi sur l'éducation au goût, ça a été dit. Mais les enfants qui fréquentent nos collèges ou nos lycées, leurs goûts sont aseptisés. Ils ne sont plus habitués à manger un certain nombre de matières premières avec les goûts. La question des couleurs aussi. Les couleurs, regardez un peu notre aliment, nos aliments, dans quel état ils se situent. Évidemment qu'il s'agit de lutter contre le gaspillage aussi. Dans nos cantines, il faut tout faire pour lutter contre le gaspillage. Pourquoi je vous dis cela? C'est parce que si on veut aller vers le 100% ou le 100% bio, qui est une autre ambition, il faudra consacrer un peu plus d'argent à la part alimentaire. Donc pour pouvoir consacrer un peu plus d'argent public à la part alimentaire, il va falloir lutter contre le gaspillage. Parce que c'est une des principales sources d'économie. Donc ça, c'est vraiment un objectif extrêmement ambitieux. Il y a des associations, l'association Au Goût du Jour, qui est une association qui travaille partout en Bretagne aujourd'hui, qui existe à Quimper en particulier, qui nous accompagne sur notre projet alimentaire de territoire, qui va avoir une maison d'alimentation itinérante dans les mois à venir partout en Bretagne pour nous sensibiliser à ces sujets. Évidemment que nous allons l'accompagner et la soutenir. On est vraiment là sur un enjeu de société. La question que vous posez, c'est un enjeu de société. Évidemment, et est-ce qu'on est prêt ou pas, que ce soit dans nos cantines ou ailleurs, à remettre un peu d'argent de notre pouvoir d'achat dans l'alimentation et effectivement lui redonner un peu plus de force par rapport à d'autres postes que nous consacrons, des outils qu'on peut avoir ce soir ou une voiture. L'alimentation, moi je trouve que
En fait, et je le disais par ailleurs, on n'en a pas beaucoup parlé, mais par rapport à la chaîne de valeur, je pense que ces dernières années, un des enjeux de l'agriculture bretonne, ça a été de nourrir. Effectivement, à l'après-guerre, ça a été réussi. Et quand on voit comment les choses ont évolué, et notamment au travers des messages passés par la grande distribution, et de nous dire finalement qu'en baissant la part à l'alimentation de notre pouvoir d'achat, c'était comme ça qu'on s'en sortirait. Je pense qu'on a perdu beaucoup de valeur dans notre alimentation. Et la tyrannie de la grande distribution, il faut la discuter parce que c'est pas possible. On ne peut pas continuer à avoir des promotions telles qu'elles sont faites sur les produits alimentaires. Et en fait, le message qu'on fait passer, c'est que l'alimentation n'a plus de valeur. Alors que c'est une valeur extrêmement importante. C'est notre santé, c'est la santé de l'environnement, c'est la santé de l'eau, de la terre et des sols. Et on doit consacrer plus de notre pouvoir d'achat à une bonne alimentation. Donc, votre question, elle est vraiment une question de société. C'est pas uniquement nos cantines, ça va largement plus. Merci. Alors, on arrive au dernier tour de parole. Je vais demander à Marie-Odile Barbier de nous rejoindre pour un dernier thème que les organisateurs ont souhaité aborder. Alors, on va sortir un petit peu de la focale bretonne. La question que Marie-Odile souhaitait aborder, c'est la question de l'impact des exportations bretonnes dans des pays tiers et notamment les pays des Sud. Donc, je te laisse la parole. Tout d'abord, vous dire deux mots sur Actionnet. Donc, nous sommes dans un groupe local Pays de Vannes. Et nous dépendons d'une fédération nationale, Actionnet France, qui dépend elle-même, qui est reliée à une fédération internationale. Nous sommes présents dans plus de 50 pays, tant au nord qu'au sud. Au niveau de la France, nous travaillons autour de quelques thématiques: le droit des femmes, la dignité au travail et la responsabilité sociale et environnementale des multinationales, la justice climatique et la souveraineté alimentaire, qui est un des piliers de nos interventions et de nos campagnes. Donc la question que je voulais vous poser aujourd'hui, c'est que même si vous nous affirmez qu'il n'y a que 15% de la production des poulets qui part dans les pays du Sud notamment, qui arrivent quelquefois en très mauvais état après avoir été congelés et décongelés et recongelés, c'est que ça a des répercussions importantes sur les petites entreprises familiales, agricoles, de l'aviculture aussi dans les pays du Sud, et que quelquefois, c'est même assez fréquent, on voit carrément disparaître ces entreprises-là, ce qui vient grossir les rangs des migrants. Voilà, donc c'est un vrai problème. Parce qu'il y a des subventions directes et indirectes qui permettent ces exportations. Subventions à l'industrie agroalimentaire. Alors, il y a les poulets, il y a aussi les céréales, il y a le lait en poudre, il y a les cochons, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui partent là-bas. Alors, l'Europe, pourtant, déclare soutenir le développement et le respect des droits humains, dont la souveraineté alimentaire est un des volets. Donc, mettre un terme au dumping sur les marchés mondiaux des produits exportés par l'Europe serait la première mesure à prendre. Donc nous nous interrogeons sur la politique agricole que les uns et les autres ont compté mettre en place pour rendre cohérente la politique agricole de la région et de l'Union européenne et ses engagements en direction des populations du Sud. Quels outils envisagez-vous pour garantir leur souveraineté alimentaire notamment ? Oui, merci. Le sujet de la souveraineté alimentaire concernant les pays de l'Amérique du Sud, évidemment, c'est une question importante. Ça me fait penser aux revendications du mouvement associatif Juan Campesina dans les années 1960, le droit à la souveraineté alimentaire. Donc, on en est toujours et on est en 2021. Alors, par rapport à cela, vous demandiez également notre position par rapport à l'Union européenne, etc. En l'état actuel des traités européens, cette économie de marché, cette dérégulation, cette mise en concurrence des travailleurs et des territoires permet cela. Il faut une véritable
régulation des marchés. Il faut une maîtrise de la production. Il faut rendre responsables les producteurs. Bref, la suppression des quotas laitiers, moi je suis contre. Et je demande des outils, de véritables outils de régulation des marchés. D'autant que la situation actuelle de cette Europe libérale se traduit par du dumping social, et du moins disons social, et amène évidemment à utiliser de la main-d'œuvre à bon marché. Donc c'est gagnant-gagnant pour qui vous savez, et c'est perdant pour qui vous savez. Alors, concernant votre question qui est importante, hein, qui mériterait beaucoup de temps, c'est un véritable sujet. On est, nous, opposés à la France insoumise, mais je n'ai pas attendu d'être membre de la France insoumise pour être opposé à cela. On est opposés aux traités internationaux. On a mené beaucoup de campagnes. D'ailleurs, j'étais une fois à Elbon, lorsque vous aviez organisé, Monsieur Nogues, un débat à propos du TAFTA, du CETA. Donc évidemment, ces traités internationaux remettent en cause notre souveraineté alimentaire, et ça se traduit aussi dans l'assiette des consommateurs par des bœufs ou par du bœuf aux hormones. Donc, quid de la santé publique? Là aussi, la question elle est ouverte. Donc, nous sommes pour un protectionnisme économique solidaire. Alors, par rapport à cela, par rapport à cette question sur la souveraineté, évidemment, ça pose ouvertement la question de l'importation du soja, qui plus est du soja transgénique, donc il faut y mettre un terme. Hein. On doit arrêter cette importation de soja, et là, l'Europe doit être aussi fer de lance de cela. Ça passe par d'autres alternatives, et d'autres alternatives existent, à condition qu'on revoie complètement notre modèle. Ça peut être aussi développer des plans de filières ambitieux, avec en priorité des protéines végétales pour l'alimentation humaine, par exemple. Au niveau laitier, ça peut être de revoir les plans d'herbage, les rotations, bref, d'établir un nouveau cahier des charges. Et puis je crois qu'en la matière, puisque nous sommes en Bretagne, on peut être fer de lance d'une nouvelle souveraineté alimentaire, mais ça suppose d'avoir du courage politique. Et c'est pas rien. Et ça suppose évidemment de travailler en pleine concertation avec tous les acteurs du territoire. Sur votre question, c'est les rapports Nord-Sud en fait. Donc voilà, je ne vais pas parler des rapports Nord-Nord, même si c'est intéressant aussi, hein, mais sur les rapports Nord-Sud, là je représente une liste de coalition, et je pense que je ne vais pas trahir mes camarades, mais moi, mon parti, en fait, l'UDB, c'est un parti qui est né dans les années 60, justement, sur des bases anticolonialistes. Et moi, j'ose dire que le système capitaliste actuel, c'est un système néocolonial, puisque, en fait, le système d'exportation, en fait, subventionné par les puissances publiques, et donc l'Union européenne, effectivement, favorise ce modèle-là, déstabilise complètement les économies locales dans les pays du Sud, notamment en Afrique. Bon, j'ai pu m'y rendre plusieurs fois, et effectivement, en fait, on se rend compte qu'il y a de la toute petite agriculture, mais finalement, la transformation, ça devient quand même difficile, en fait. Sur cette question-là, que peut faire le conseil régional? C'est ça la vraie question, le levier. Il y a, on peut effectivement s'opposer au capitalisme dans les grandes paroles, je suis anticapitaliste, mais pour autant, il y a un volet international aussi à la région. Mais je trouve un peu hypocrite, en fait, d'un côté, donner des aides au développement, en fait, dans des pays du Sud, et en même temps, favoriser un système qui, comme je l'ai dit tout de suite, déstabilise les économies, notamment en termes alimentaires. Donc je pense qu'en fait, tout simplement, l'autonomie, ça se conçoit chez nous, mais ça se conçoit partout, en fait. C'est pas quelque chose
L'autonomie n'est pas là pour dire la Bretagne va être meilleure que les autres, et on n'est pas dans la compétition entre les territoires, justement. On doit être plutôt dans la coopération. Ça veut dire que je ne suis pas contre l'export a priori, parce qu'il y a des choses qu'on peut exporter à condition que ce soit de la qualité et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et à l'inverse, parce que si on est dans un système de protectionnisme, après tout, Colbert a ruiné la Bretagne comme ça, en fait. La Bretagne, c'était une économie aussi qui a exporté avec la marine, et qui en fait a été ruinée parce qu'il y a eu des manufactures, mais du coup on ne pouvait plus importer. Ça veut dire, en fait, si on ferme nos frontières, ça veut dire aussi qu'on accepte de ne plus manger un certain nombre de produits. Enfin, moi, j'ai pas de problème, je mange très peu de bananes et très peu de chocolat, mais je sens qu'il y a beaucoup de gens qui vont être frustrés. Donc, je pense que surtout, il faut que nos aides permettent justement, les aides doivent être liées à la paysannerie et à reconstituer un modèle agricole, tout en ayant un système qui permet d'être plus autonome, ce qui veut dire qu'on arrête aussi d'importer le soja. Là, ça a été dit encore une fois. Voilà, c'est tout un système. En fait, c'est un système qui se tient. Je sais pas comment. Enfin, dès qu'on déroule le fil, en fait, si on fait une action et qu'on a une pensée cohérente, en fait, si on déroule le fil, tout est cohérent. Il n'y a pas des dispositifs qui font. Enfin, on peut pas avoir un double discours. Voilà. Je pense que c'est ça qui est important, et que si on a la volonté de végétaliser et de réduire l'exportation des poulets surgelés, etc. Enfin, voilà, ce genre de choses qui ont pu être faites. Ça veut dire aussi qu'on doit reconstituer les économies locales là-bas. Et pour ça, je pense qu'ils n'ont pas besoin qu'on les arrose de subventions. Hein. Il faut justement leur donner les capacités de le faire eux-mêmes, et donc d'écouter ce que eux peuvent faire. Eux ont des projets. Et voilà, peut-être voir comment avoir des leviers avec eux. Et c'est eux qui ont les solutions, c'est pas nous qui avons les solutions pour les pays du Sud. Enfin, je pense que c'est important. Moi, je suis un partisan de l'émancipation, et on n'émancipe pas les gens s'émancipent. Il y a une grosse nuance entre les deux. Moi, je suis membre d'une liste, enfin, je suis candidat pour une liste qui a vocation à avoir un projet régional. Je ne suis pas membre d'un parti politique qui a, comme la France Insoumise, comme l'UDB, des positions plus largement sur. Pardon. Non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est sur la vision politique d'un projet global pour la société. C'est une liste politique pour le conseil régional, c'est ça, pour la Bretagne. Et donc, on n'a pas de position, on n'a pas écrit de texte sur le traité de libre-échange, c'est la chose que vous avez pu faire sans mon propos. Mais évidemment, on s'oppose au traité de libre-échange qui met en concurrence les travailleurs, on s'oppose au traité de libre-échange qui nous font importer des soja transgéniques et des choses qui sont totalement nuisibles à la santé et à l'environnement plus largement. Nous pour ce qui est des subventions et du sens de la question sur les subventions mises au pays du Sud et à l'environnement des pays du Sud, le sens de l'indicateur de prospérité durable que nous on veut mettre dans notre projet régional, ça va aussi être d'empêcher ça. On ne peut pas vouloir financer de la relocalisation de l'agriculture, de la relocalisation des emplois industriels, des choses comme ça, tout en donnant des subventions à des choses qui empêchent ça à d'autres endroits dans le monde. Donc le sens de notre projet, c'est de financer des choses qui nous permettent, nous, d'avoir une agriculture à vos souhaits. Une agriculture qui soit en circuit court, une agriculture qui soit relocalisée, et des activités économiques qui le soient plus largement. Et donc c'est pas pour créer un projet qui subventionne des exportations et qui détruisent des emplois, détruisent des activités agricoles et industrielles dans d'autres pays du Sud. Je partage aussi, mais profondément, ce qui vient d'être dit sur le fait que ce ne soit pas nous qui émancipions d'autres pays, mais bon, ça également plus largement, c'est pas à partir d'un projet pour le conseil régional qu'on va changer ça. Par rapport à la question aussi des importations de soja à partir des pays du Sud, nous, on va défendre on va réclamer la cogestion de France Agrimaire, qui est actuellement
gérés par l'État pour pouvoir avoir un budget pour avoir une politique agricole bien plus forte que celle qui est actuellement menée par la Réunion. Et à partir des budgets-là et de ces possibilités d'investissement-là, on va axer notamment sur un investissement pour développer des filières de protéines végétales pour mettre fin, à partir uniquement des compétences du Conseil régional, aux importations de soja transgénique et des choses qui viennent des pays du Sud. Bon, la question que vous posez, c'est de savoir finalement si l'alimentation est un bien comme un autre. Et si oui ou non, l'alimentation doit faire partie des accords de libre-échange ou pas. Aujourd'hui, c'est le cas. C'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation à avoir des accords de libre-échange internationaux, Mercosur, CETA et autres, où la nourriture est un bien comme un autre, une marchandise comme un autre. Je pense que de ce point de vue, beaucoup travaillent à ce sujet d'ailleurs, au niveau international, pour faire en sorte qu'à un moment donné, une décision soit prise pour dire l'alimentation n'est pas un bien comme un autre. Et donc elle ne doit pas faire l'objet des accords internationaux et on doit sortir cette question comme on en a fait pour d'autres. Hein. Par exemple, la culture, on y est bien parvenu avec l'exception culturelle française. Bon. Eh bien, il y a des combats politiques qui doivent être menés sur ce sujet. C'est quoi la traduction? C'est effectivement de faire en sorte que nos pratiques agricoles changent. L'importation du soja, c'est la déforestation en Amazonie. On le sait. Le bœuf aux hormones, c'est, là, pour le coup, des fermes industrielles aux États-Unis. Et c'est le poulet à la javel qu'on a eu également à un moment donné. Donc on est sur un modèle d'agriculture. Là, pour le coup, je vous rejoins, des fermes industrielles dont on ne veut absolument pas et qui exportent d'ailleurs à coût de non pas de subvention parce que les aides sont différentes aux États-Unis, donc c'est bien construit, mais à coût quand même d'argent public aussi. Et dans le monde entier. Et que évidemment, ça déséquilibre ici en Europe, mais c'est des déséquilibres dans le monde entier. Par rapport au soja, si on se donne pour ambition de se priver du soja dans l'alimentation de notre élevage, il faut absolument qu'on fasse un plan protéinique. Et pas uniquement à l'échelle de la région Bretagne, parce qu'on n'y arrivera pas. C'est à minima le Grand Ouest. Donc ça veut dire qu'un certain nombre de régions doivent y travailler pour arriver à la souveraineté alimentaire, pour faire en sorte que le choix puisse être possible. Ça veut dire aussi accompagner la reconversion d'un certain nombre d'outils. Le port de Brest est très dépendant de l'importation du soja. Donc ça veut dire accompagner ce port dans sa diversification économique et faire en sorte qu'on n'oppose pas, évidemment, des pans ou des filières ou des salariés d'un certain nombre de territoires, parce qu'on va dire non au soja, très bien, et ça veut dire que pas très loin d'ici, au port de Brest, on met des professionnels au chômage. Donc ça veut dire qu'on travaille aussi avec le port de Brest pour évidemment faire en sorte qu'il y ait de la diversification économique et d'autres marchés qui puissent être développés. Sur la souveraineté alimentaire, vous l'avez dit, l'Europe contribue. Alors je ne sais pas si c'est un alibi ou pas. Il y a des budgets effectivement qui sont utilisés, notamment dans les pays du Sud, pour aider en fait des cultures vivrières à se reconstituer ou à faire en sorte que la population puisse trouver sa nourriture en proximité. Moi, j'ai eu la chance, mais ça m'a très marqué, personnellement et humainement, d'aller à Madagascar. Donc j'ai vu ce qui pouvait être fait. On soutient en fait notamment la coopérative Matanjak qui fait tout pour que effectivement les exploitants agricoles de ce pays puissent être autonomes et ne pas être pillés par les grandes puissances. Si ça peut paraître étonnant, mais aujourd'hui Madagascar est pillé par la Réunion. Ce sont les acteurs économiques de la Réunion qui pillent Madagascar. Personnellement, moi, je n'ai pas défendu le modèle de Sinoutra, je le dis. Ce n'est pas parce que Christian Troidec est sur notre liste et sur ma liste en Finistère. Je trouvais que ce modèle, qui était de permettre à des capitaux étrangers et chinois, alors je n'ai rien contre la Chine, hein, mais en fait, c'était une perte de valeur ajoutée énorme. Parce qu'en fait, on vient craquer le lait et on emmène en Chine, en fait, ce qui est intéressant, c'est-à-dire la valeur ajoutée, et on laisse ce qui a de moins de valeur économique en Bretagne. En plus, on perdait en indépendance, puisque les coopératives agricoles, elles auraient pu, à l'échelle du Grand Ouest s'entendre, non pas exercer leur pouvoir économique à ce moment-là. Moi, je n'ai jamais défendu ce modèle-là.
Même si aujourd'hui, je sais qu'il y a un débat, qu'il y a des centaines d'emplois, moi je pense que c'est une perte de valeur pour la Bretagne, c'est une perte de valeur pour nos exploitants agricoles. Derrière cela, il y a des problématiques de contrat, aussi, et je pense que c'est des sujets sur lesquels il faut revenir et faire en sorte que la valeur ajoutée de nos produits puisse rester sur ce territoire. Et je pense que ce sera beaucoup plus porteur pour chacun d'entre nous et que ça convaincra, et on va faire le tour comme ça, un certain nombre de jeunes de s'installer en ayant la fierté de leur métier et en ayant un revenu décent. Parce que vraiment, le sujet, c'est celui-là, c'est vivre de son métier, avoir un revenu décent. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'exploitants agricoles qui n'ont pas de revenu décent. Il y a de plus en plus d'exploitants agricoles qui sont RSA. Du coup, c'est quelque chose que je suis particulièrement parce que je m'occupe de ça au département. Et ça, c'est particulièrement difficile à accepter que de voir des gens qui travaillent 10, 12 heures, 14 heures par jour se retrouvent dans une situation économique, personnelle et familiale en grande difficulté et que la solidarité nationale, elle est là. Mais je pense que ces métiers devraient pouvoir vivre voilà, de leur travail et pas avoir affaire à avoir la solidarité nationale et le RSA. Je pense que c'est un échec patent pour tout. Bien, donc on arrive au terme de ce temps d'échange. Ça fait 2 heures qu'on converse. Merci à tous les 4 d'avoir accepté cette invitation. Merci pour les échanges qui ont été riches et constructifs. On a abordé beaucoup de choses. Alors, pour ceux d'entre vous qui avaient eu des questions en amont, peut-être qu'ils nous donnaient une réponse écrite. Je crois que le comité aimerait bien récupérer vos copies. Et sinon, vous pouvez bien sûr les envoyer plus tard, peut-être par mail. Ouais, sinon il peut y avoir un délai. On est cool, hein. On n'a pas le temps. Donc on va s'arrêter là. Notes, si vous voulez, mais ça va être publié. Ouais, je vais attendre alors. Que vous les remettiez au propre. Pourra être retrouvé sur la page Facebook. Il y a eu un petit problème de son au début, mais tout est enregistré, donc un petit podcast sera également fait. Et voilà, sur la page Facebook du collectif Morbihan contre les fermes usines et des différentes pages qui ont accepté de partager également le live. Bon, merci à tous et puis on va peut-être boire un coup de cidre. Très bien, merci. Merci beaucoup.